mécanique du sol, savoir est-ce qu'il faut travailler le sol ou pas. Donc, voilà, un peu en guise d'introduction, on peut dire que voilà, le XXe siècle a vu, le travail du sol poussé à son maximum. Voilà, plus on pensait que plus on travaillait les sols profondément et intensément et souvent, mieux c'était pour la fertilité. Puis on s'est rendu compte que ça posait quand même des problèmes. Hein, donc on va en reparler des problèmes que ça posait. Et aujourd'hui, on a un peu la tendance inverse d'aller vraiment de plus en plus d'agriculteurs vont vers du non-labour, voire vers du zéro travail du sol. Voilà, donc on va essayer de voir tout ce qu'il y a derrière, pourquoi cette tendance-là, dans quelle mesure c'est envisageable de supprimer le travail du sol dans différentes situations, parce que le maraîchage, les grandes cultures, ben, ce n'est pas les mêmes plantes, ce n'est pas les mêmes cycles, ce n'est pas les mêmes besoins, donc voilà, on va avoir des choses différentes. Quand on est sur des plantes pérennes, effectivement, comme l'arboriculture, par exemple, c'est encore autre chose. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, tout d'abord, alors je vais essayer de vous lancer une petite... alors que je vous lance. Voilà. Hop, alors je vais montrer quelques diapos. J'ai essayé de ne pas montrer grand-chose comme diapo. Alors, je pensais qu'il y avait un tableau blanc sous cette plateforme, mais apparemment, il n'y en a pas. Ou alors, en tout cas, je ne sais pas la trouver, s'il y en a une. Alors, ici, je vais vous... Alors, fenêtre, ici. Voilà. Donc, j'ai un petit diaporama. Voilà, vous le voyez, là, le diaporama. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Voilà. Donc du coup, voilà. Là, par exemple, quand on parle du travail du sol, bon, ben là, c'est un peu tout ça. Il y a vraiment des exemples divers et variés. Donc là, on voit vraiment en haut des travail du sol avec retournement, travail relativement intensif, que ce soit à grande échelle avec le tracteur, avec la charrue là à 10 socs, hein, ou le motoculteur, pareil, qui va vraiment retourner la terre. Et des travaux du sol, enfin un travail mécanique du sol un peu moins violent, où on voit là avec un ici, donc tiré par un tracteur, donc là un outil à socle, là une grelinette. Donc voilà, on a des outils divers et variés qui vont avoir des impacts bien sûr très différents sur le sol et des rôles très différents. Hein, ici, par exemple, on a, voilà, ça vient d'un fabricant de machines. Donc voilà, 3 formes de travail du sol différentes, par exemple, avec voilà, ici plutôt un fissurateur, hein, le premier là, voilà, qui va vraiment avoir un rôle de décompaction. On reparlera de ce genre d'outil. Là, du roulage, c'est encore un peu la limite du travail du sol, mais là, voilà, le troisième outil, on voit un travail très superficiel qui va nous permettre, par exemple, d'affiner un lit de semence, et après, derrière, on peut faire un semis, soit à la volée, soit avec un semoir monograine. Voilà, donc la question que je vais vous poser, j'aurais préféré le faire sur un tableau blanc, mais puisqu'il n'y a pas, vous allez le faire dans le chat. Donc, je vais arrêter le partage pour l'instant. Enfin, voilà, la question, c'est pourquoi travaille-t-on le sol? Alors, je peux peut-être, soit je peux vous laisser. Vous avez accès au chat quand j'ai le Oui, partage oui. d'écran ou pas? C'est bon, vous avez accès au chat. Alors voilà, je vous invite à me noter, voilà, dans le chat, ce que, voilà, pour l'aération du sol, pour augmenter le rendement. Alors, éviter les maladies. Alors, augmenter le rendement, je veux bien que tu précises un peu en quoi ça va augmenter le rendement. L'infiltration de l'eau, en effet. Donc, c'est un peu lié à l'aération du sol. Éviter la concurrence, donc détruire les mauvaises herbes, effectivement, le désherbage. Donc, là, 3 idées assez identiques. Pour décompacter, je vois donc les adventices, je vois ça qui revient. Enfouir les mauvaises herbes. Donc, je vois vraiment un pôle désherbage, un pôle aération. Donc, la terre plus poudreuse pour les semis. Donc, ça, vraiment, c'est l'affinage huile de semence. Effectivement, c'est encore un autre rôle pour vendre des machines. Oui, c'est vrai, mais bon, on ne va pas rentrer dans cette polémique-là ce soir. Mais bon, c'est vrai, Mathieu, en même temps, tu as un peu raison. C'est vrai que des fois, on en fait un peu beaucoup pour vendre voilà, toujours plus de machines. Effectivement, là, contre les ravageurs, j'aime bien la réponse de Julien, parce que le grand-père faisait comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ça aussi en agriculture. Hein, voilà, voilà, on fait les choses parce que c'est la tradition, parce qu'on a l'habitude de faire comme ça sans forcément se poser la question. Et justement, aujourd'hui, on va se poser la question de pourquoi on l'a fait. Donc là, je vois qu'il y a eu plusieurs idées qui sont arrivées. Donc, alors, je vois, alors, il n'y a pas le nom de la personne, mais pourquoi devons-nous travailler le sol? C'est justement la question que je vous pose. C'est pourquoi? Alors, pourquoi on travaille le sol en général, hein, voilà, donc, voilà, pour semer, oui, ça fait... Lorsque le sol est nu, il y a besoin de retourner le sol pour ramener l'humidité
Alors, oui, effectivement. En tout cas, on voit qu'il y a un lien aussi avec la gestion de l'eau. Hein, donc, on voit plusieurs polarités là qui se dessinent. Donc, la gestion, les adventistes, l'aération du sol, la gestion de l'eau, le semis, en effet. Donc là, on voit qu'on a toute une série de rôles différents. De rôles différents qui sont mis en avant. Alors, attends, donc, du coup, je vais même les mettre ici, les rajouter ici. Donc, je vais rajouter. Je ne sais pas s'il y a toujours le partage. Il n'y a plus le partage, je crois, là. Je crois que j'ai enlevé le partage, je ne sais plus. Il est toujours. Oui, non, il n'y a plus de partage. Il n'y est plus, voilà. Donc, je vais juste noter sur le document les trucs que vous m'avez dit. Donc, je vais, voilà, donc, aération, on a parlé de désherbage. Alors, du coup, j'ai plus. Donc, si vous rajoutez, je ne sais pas si vous rajoutez d'autres mots. Alors, où est-ce qu'il est ? Voilà, l'aération, le désherbage, la gestion de l'eau, alors les semis, donc pour affiner le lit de semences, ok, donc du coup, est-ce que je peux peut-être vous partager ce que je suis en train d'écrire, c'est peut-être encore mieux. Voilà, terme, je vous le mets même si on n'est pas, voilà, tac, voilà, donc j'essaie de, alors rendement, confort, alors voilà, j'entends, alors mélanger les apports organiques aussi, alors aération, effectivement, donc ça, décompaction, voilà, il y a plusieurs mots qui sont liés, décompaction, ameublir, voilà, ameublir, etc. Donc voilà, ça va un peu dans la même type d'idée. Effectivement, donc mélanger ici. Vous voyez ce que j'écris en même temps? Donc mélanger les amendements, je ne sais pas comment c'était dit dans le fond. Donc mélanger les amendements, effectivement, si on veut enfouir du fumier, par exemple, ou autre, effectivement, on va avoir le travail du sol va nous permettre de le faire. Alors j'ai vu plusieurs fois augmenter les rendements. Est-ce que j'aimerais bien vous titiller un peu? Qu'est-ce que vous entendez par augmenter les rendements? Qu'est-ce que le travail du sol va faire pour augmenter les rendements? Parce qu'un travail du sol, ce n'est pas un apport d'engrais. Un gain de temps. Alors, gain de temps par rapport à quoi, un gain de temps? Alors, remonter les nutriments, rendre les nutriments disponibles. Voilà, c'est ça que j'ai. Alors, usure physique, là, c'est peut-être plutôt le défaut. On ne voit pas ce qui est écrit parce que c'est pas assez gros. C'est pourquoi on ne voit pas. Non, il n'y a pas le partage d'écran, je pense. Le partage, il n'y est pas. Il a disparu. Ah, alors, je le remets. Là, vous le voyez ou pas? Non? Non. Ben, je ne sais pas pourquoi le partage d'écran ne fonctionne pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, je ne connais pas du tout cet outil. C'est la première fois que je l'utilise. Mais il a l'air de ne pas vouloir. Ça a l'air de ne pas lui plaire du tout. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Alors, si je fais partager tout le... Oh là là. Partager. Fenêtre. PowerPoint. Partager. Et il ne veut pas. Alors, si je mets écran complet, qu'est-ce qu'il me fait? Vous pouvez d'abord sélectionner votre PowerPoint en amont. Vous Ouais, sélectionnez, mais... puis ensuite vous allez dans partager, puis vous pouvez directement après aller sur le support. Qu'est-ce que vous appelez sélectionner le PowerPoint? En fait, partager, en fait, ça dépend comment vous faites le partage, mais là, alors, on va aller là. Normalement, je vais dans partager, je fais fenêtre et je fais PowerPoint. Gilles, ta caméra est coupée. Mais ouais, mais je ne sais pas pourquoi. Ah, la caméra est coupée. Ouais, la caméra, ouais, mais... Ah si, la caméra revient. La caméra revient, ok. Je ne sais pas pourquoi elle était coupée. Parce que là, je sélectionne le PowerPoint, je fais partager, et puis j'ai l'impression que ça ne lui plaît pas du tout. Ça ne lui convient pas. Ça a l'air de... Oh zut. Je ne sais pas du tout pourquoi. Fenêtre. Je sélectionne le PowerPoint, partager, mais ça ne marche pas. Laisse tomber les partages, c'est pas grave. Ouais, alors que quand je fais le... J'ai l'impression que
si je fais ça comme ça. Ah oui, c'est bizarre. Quand je suis en... Ouais, d'accord, donc je ne peux pas écrire en fait sous vos yeux. Oh là là. Il n'accepte de partager que si je suis en mode diaporama. Ok. Bon, je vais reprendre, en tout cas, bon, voilà. Alors, pas de mauvaises herbes égale meilleure qualité. Alors, meilleure qualité, ça, je n'entrerai pas forcément dans la qualité. Alors, faire des buts pour planter. Argent. Alors, attends, usure physique. Voilà. Oui, voilà. Une remarque qui me. Alors, remonter les nutriments. C'est vrai que ça, on peut éventuellement faire remonter les nutriments dans l'idée qu'on aurait appauvri la surface. Pourquoi pas. Mais rendre, j'aime bien Sébastien Lemaire, là, je vois rendre les nutriments disponibles. Donc, effectivement, et en quoi ça va rendre les nutriments disponibles? Parce qu'effectivement, c'est un peu ça l'idée qui est derrière le travail du sol. Et c'est en fait une des idées majeures qu'il y a derrière le travail du sol, en fait, et qui n'est pas forcément l'idée, voilà, souvent c'est l'idée, l'action mécanique, hein, qui est la plus perceptible. Alors, faciliter l'implantation des cultures, c'est vrai que j'ai mis le semis, mais c'est vrai qu'on peut, voilà, du coup, ça a dû couper le semi-implantation. Effectivement, c'est plus facile d'implanter que ce soit, alors c'est surtout vrai pour les semis, mais c'est vrai aussi dans une certaine mesure pour le... Ah, il faut que autoriser... ouais, alors, attends, est-ce que ça... Non, ça ne marche pas. Ouais, donc c'est un peu l'idée, donc cette idée-là de rendre les nutriments disponibles. Je vais reprendre l'expression. Avant les travaux, sans ça, donc où est-ce qu'ils sont? Voilà, je vous le repartage. Du coup, il faut que à chaque fois que je modifie un truc, il faut que je repartage. Voilà. Donc, ils sont où les nutriments du coup avant ça? Ah, ma caméra est coupée de nouveau. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, je ne sais pas pourquoi elle se coupe automatiquement. J'ai l'impression quand je fais le partage d'écran, ça la coupe automatiquement. J'ai l'impression. Du coup, qu'est-ce qui fait que alors l'eau s'infiltre mieux? C'est pas tellement lié à ça. D'ailleurs, l'eau s'infiltre mieux. On va voir que c'est pas toujours le cas en fait. C'est pas forcément évident. Dans la matière organique, Delphine, tout à fait. Et en quoi le travail du sol permet justement de mieux les sortir de la matière organique? Parce que ça apporte quoi? Ça va apporter même plusieurs choses d'ailleurs, qui va faire que ça apporte l'oxydation. Voilà, c'est ça, hein, c'est effectivement l'idée. Donc là, c'est que voilà, de l'O2, de l'oxygène, voilà, c'est exactement ça. Donc c'est que le travail du sol va amener de l'oxygène dans le sol qui va permettre donc l'oxydation de la matière organique et donc qui va libérer des éléments nutritifs. Mais attention, c'est des éléments nutritifs qui étaient stockés dans le sol. Donc ça veut dire qu'on déstocke la matière, qu'on détruit la matière organique. Hein, donc il faut quand même faire très attention à ça, hein. Quel que soit le type d'agriculture dans lequel on est d'ailleurs, hein, que ce soit des grandes cultures, du maraîchage, que ce soit de l'agriculture bio ou pas, ou conventionnelle, peu importe. Dans tous les cas, le travail du sol va effectivement permettre de libérer des éléments nutritifs, mais il va permettre aussi il va du coup causer la destruction de la matière organique. Donc on va détruire le capital du sol aussi en même temps. Donc il faut quand même faire très attention à cette histoire-là. Il y a aussi autre chose qui fait qu'on va plus oxyder la matière organique, notamment si on est en début de saison, c'est que le travail du sol va aider aussi à quoi? Il va aider aussi, je vais le noter, donc c'est aussi un peu en lien avec le rendre il va aider au réchauffement du sol. Donc réchauffement du sol aussi, donc disponible avec un S, voilà. Voilà, donc là on a plein de rôles, donc je vais le remettre en là et je vais refaire le partage. Voilà, donc là, alors, c'est jamais exhaustif, j'ai pas tout noté. Favoriser le développement du système racinaire. Oui, alors ça va être, c'est lié à l'aération, je pense, hein, je pense que vous dites ça, voilà, c'est lié à l'aération, en effet. Donc, effectivement, ça va l'aider dans une certaine mesure, même si on va voir que c'est pas toujours évident. On peut faire le contraire de ce que l'on souhaite, mais en effet, voilà, oui, réchauffer le sol. J'avais pas vu Anaïs, du coup, j'arrive pas à avoir les yeux partout, effectivement. Hein, donc, l'histoire de réchauffer le sol, en effet, voilà, donc ça va être
quelque chose de très important, et notamment pour les gens comme Samuel et moi qui sommes en montagne, eh ben ça c'est aussi un rôle très très important. On verra par exemple, c'est un rôle qu'on pourra difficilement faire autrement. Donc ça veut dire que là, on a plein de rôles au travail du sol. Donc ça veut dire que ces rôles-là, si demain on décide de supprimer le travail du sol, déjà, il faudra voir est-ce que c'est pertinent de supprimer le travail du sol, mais il faudra... Oui, alors, les ravageurs, je ne les ai pas notés, effectivement, j'ai oublié de les noter. En effet, donc les ravageurs, tout à fait. On parle du désherbage, mais on a gestion des ravageurs aussi. La gestion des ravageurs, tout à fait. Voilà. Tout à fait, donc ça c'est particulièrement vrai pour tout ce qui est rongeurs, notamment pour tout ce qui est mollusques aussi, ça réduit quand même ça peut réduire la pression des mollusques. Donc effectivement, pour certains ravageurs, ça peut bien aider à les contrôler. Pour les taupins aussi, dans une certaine mesure. Alors bon, voilà, le taupin, on en a parlé avec Samuel au printemps dernier. Bon, là, on est sur un travail du sol d'été, voilà, pour les exposer à la chaleur, mais c'est vrai qu'effectivement, le travail du sol peut avoir un impact sur les ravageurs. Donc effectivement, voilà, on voit qu'il y a beaucoup de rôles. Donc aujourd'hui, on dit, OK, le travail du sol, c'est pas bien. Alors, il y a plein de raisons pour lesquelles ça pose problème, mais en effet, il faut avoir bien en tête tous les rôles que joue le travail du sol, et il y en a plein. Il y a plein de rôles qui jouent. Donc, si je fasse la suite, voilà, je vous montre quelques éléments. Voilà, un sol travaillé ici. Donc là, par exemple, c'est une photo que j'ai pris en Ardèche du Sud. Qu'est-ce que vous pensez de la couleur de ce sol, par exemple, que je vous montre là, sur le partage là? Il est très Qu'est-ce que clair. vous pensez de ce sol là même? La couleur, et pas que la couleur aussi même. Qu'est-ce que vous observez? Très clair, voilà, croûte de battance, très bien en orine, tout à fait, c'est le bon terme. Voilà, donc là, alors sablonneux, on ne sait pas. Là, visuellement, c'est très difficile de dire qu'il est sablonneux, dire qu'il est pauvre, c'est difficile à savoir aussi, ça c'est vraiment l'analyse de terre qui nous le dira. Il a l'air pauvre, voilà. Mais en tout cas, alors, déjà, et puis de quoi on parle? Pauvre, en tout cas, c'est peut-être lié, je pense, à sa couleur. On peut dire qu'il est pauvre en quoi quand on voit un sol d'une couleur aussi claire? C'est qu'il va être pauvre, parce qu'on ne peut pas dire s'il est pauvre en éléments nutritifs, voilà, mais en matière organique, comme disent Léa et Ina, voilà, tout à fait. Voilà, on voit qu'il est pauvre en matière organique. Donc c'est lié à ce qu'on a dit juste avant, effectivement, on a libéré des nutriments, mais cette libération de nutriments se fait au détriment de la matière organique. Donc ça veut dire qu'on a détruit la matière organique pour que des nutriments soient libérés. Donc, ce qui fait que typiquement en France, par exemple, on est passé de sols qui étaient environ aux alentours de 3-4% de matière organique en moyenne dans les années 60 à des sols qui sont entre 1 et 2% aujourd'hui. Donc ça, c'est pas anodin, bien sûr, en termes de beaucoup de choses, en termes notamment de structure des sols, en termes de la battance. La battance, c'est une forme de dégradation de la structure du sol et de richesse en matière organique et aussi d'activité biologique du sol, parce que bien sûr, ce sol-là, on voit qu'il a on voit pas de turicule de vers de terre, alors qu'on devrait en voir, logiquement. Voilà, ce sol-là, on sent qu'il y a des problèmes de fonctionnement. Et c'est des choses qu'on observe très très fréquemment. Ce n'est pas une situation exceptionnelle, celle que l'on voit sur la photo. C'est quelque chose de très très courant. Et donc là, cette croûte de battance qui va poser problème sur des échanges d'air et d'eau. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir un sol vivant plutôt qu'un support de culture. C'est vraiment ça ce que je vais vous proposer, ce vers quoi je vais vous proposer d'aller. Si je vous montre la photo suivante, alors la photo suivante, là on voit vraiment ce même sol, ce type de sol comme ça qui sont fragilisés par l'absence de matière organique, par moins d'activité biologique. Mais le pire qui peut arriver, la battance c'est déjà pas terrible, la déstructuration c'est déjà pas terrible, mais c'est quand il y a des grosses pluies qui arrivent. Donc là, comme je vous disais, cette série de photos est prise en Sud-Ardèche, donc dans un endroit où les événements pluviométriques peuvent être extrêmement violents. Là, on a l'exemple, justement. On voit cette rigole. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. De toute façon, vous la voyez bien, la rigole qui est dans la partie droite, gauche de l'image. On voit que la Terre a été emportée par les pluies diluviennes qu'il y a eu un jour lors d'un épisode Cévenol. Mais bon, même sans aller sur un épisode Cévenol, je vois chez moi en Haute-Loire ou là où j'étais avant dans le Gers, dès qu'il y avait un orage de printemps, sans forcément avoir des cumuls de pluie monstrueux, on a des averses où pendant quelques dizaines de minutes, il va pleuvoir très fort, mais tout de suite, on observe de l'érosion dans les parcelles, donc c'est très, très problématique. Voilà, donc, et qu'est-ce qu'on observe? Alors ça, c'est assez intéressant. Au fond de cette rigole d'érosion, on voit comme une espèce de surface en tôle ondulée
qu'est-ce que ça peut être que cette surface en sol ondulé? Hein, je ne sais pas si quelqu'un a une idée de ce que ça peut être. Mais en fait, ça va être, on va vraiment parler de. Là, c'est en l'occurrence une semelle d'outils. Donc, on va voir que les outils de travail du sol peuvent créer des zones de compaction. Alors là, ce n'est pas le labour, parce qu'on est quand même à une profondeur assez faible. Hein. On est à moins de 10 cm de profondeur. Donc, on n'est pas très profond. Donc, ce n'est pas du labour. En fait, cette photo-là avait été prise en 2015. Donc, c'était un énorme épisode Cévenol qui a. Alors, ça pourrait être du cultivateur, effectivement, voire soit d'un cultivateur, soit carrément un semoir, parce qu'effectivement, en l'année 2014 avait été un automne très humide, et donc les semis avaient été faits dans des conditions très humides, et c'est tout à fait possible que le semoir, même un simple outil, qui n'est pourtant pas un outil de travail du sol à proprement parler, mais que ça fasse, voilà, que ça fasse ce qu'on appelle une semelle. Alors, une semelle, on en voit une sur la photo suivante. Donc là, c'est un cas un peu extrême. Hein, bien sûr, toutes les semelles ne sont pas aussi énormes que celle-ci. Mais effectivement, donc, on a une. Alors, voilà, je vois un non-user qui parle de structure plus lourde. Alors, attention aux adjectifs. Quand on parle d'un sol lourd, on désigne sa texture. Donc, un sol lourd, c'est un sol argileux. La structure, elle ne va pas être lourde. Elle peut être aérée, elle peut être tassée, compactée, elle peut être particulière. Il peut y avoir différents termes. Là, je ne vais pas rentrer dans un cours de pédologie là maintenant. Mais voilà, donc là on parle de la structure. En l'occurrence, va plutôt être compactée ou tassée. Et voilà, c'est intéressant, mais merci pour cette expérience, Marine. Donc, expérience d'archéologue, on retrouve des traces de charrues et d'engins agricoles, parfois jusqu'à 60 à 80 cm de profondeur. Effectivement, alors 60-80, c'est vrai que c'est beaucoup. Peut-être qu'il y a eu du colluvionnement en surface à un moment donné qui fait que ces traces ont été un peu enfouies, parce que 60-80 aujourd'hui, là on parle même plus vraiment de labour, on parle de défonçage, quoi. Typiquement, c'est voilà, on détruit un vignoble pour aller faire, je sais pas, des céréales par exemple. Effectivement, on peut passer des espèces de charrues qui sont quasiment comme des charrues forestières qui vont descendre à des profondeurs, comme tu le dis. Normalement, quand on est voilà, entre deux cultures, on va descendre à 30-40 cm. Déjà, c'est un gros labour. Déjà un gros labour. Hein. Voilà. Mais cela dit, c'est possible dans certaines situations, on peut avoir des choses comme ça. Mais en effet, donc, dans certaines conditions, si le sol est un peu trop humide, si le sol est un peu sensible au tassement, on va avoir donc ces questions-là ces questions de semelles qui vont se poser. Donc ces semelles, voilà, là, quelque part, quand on a ça, on s'est un peu planté parce que on travaillait le sol pour que les racines se développent mieux, puis résultat des courses, on réduit la zone de développement des racines à un sol de 30 cm. Ça, le 30 cm, c'est-à-dire un sol très, très superficiel. Hein, si aujourd'hui, moi, si je fais une étude de sol demain, c'est un agriculteur que je creuse et que je vois qu'il n'a que 30 cm de sol et que dessous, c'est du rocher, surtout en général, c'est plutôt des maraîchers qui me demandent de venir étudier leur sol. Ben, je vais leur dire 30 cm, c'est pas assez, c'est vraiment pas beaucoup. On aura très peu de réserves hydriques notamment, donc voilà, on n'est pas sur des bonnes conditions pour faire du maraîchage. À la rigueur, faire des céréales, mais pour du maraîchage, ce ne sera pas idéal. Et là, on a un sol qui potentiellement peut-être ferait, on pourrait avoir 70, 80, peut-être 1 mètre, hein, on ne voit pas la roche sur la photo, donc on ne sait pas, peut-être qu'on a même plus d'1 mètre de sol. Et par un travail du sol inadapté, on a réduit cette profondeur-là à une trentaine de centimètres. Donc les plantes ne peuvent plus exploiter que ça. Donc on a fait le contraire de ce qu'on voulait au début, dans ce que vous avez dit, un meilleur développement des racines. Ben là, le meilleur développement des racines, on ne l'a pas du tout. Hein, voilà. Donc là, il faut faire attention à ça. Donc le travail du sol a plein de rôles très importants qu'il faut avoir en tête et qu'il faut qu'il soit réalisés, ces rôles-là, mais en même temps, le travail du sol peut parfois, dans certaines situations, donc là, c'est toujours recontextualisé, hein, voilà, on a des situations où le travail du sol va être va être peu destructeur. Tout dépend à quelle profondeur on travaille, tout dépend quelles sont les conditions de sol au moment où on travaille. Hein. Je vous parlais de l'automne 2014 qui avait été très humide, donc dès que les agriculteurs rentraient dans les champs, ils faisaient du dégât. Mais bon, des années comme ça arrive. Hein. Ça arrive cette année, c'était le cas. Hein. Cette année 2024, 10 ans plus tard, c'était un peu le même topo. Hein. Toute l'année, on a eu de l'eau. Donc, dur des fois d'avoir les bonnes conditions de sol pour pouvoir intervenir. Donc voilà. Donc le travail du sol
attention donc à tous ces problèmes qui peuvent se poser. Donc là, c'est bien sûr pas exhaustif, mais voilà, vous avez un peu les grandes idées des problèmes que peut poser le travail du sol. Donc je vais revenir ici sur ces rôles-là qu'il faut avoir en tête et qu'il est important de mener. Si demain, on décide de ne pas travailler le sol, ça veut dire qu'il va falloir que, par exemple, je prends l'aération. Qu'est-ce qui va pouvoir remplacer l'outil mécanique pour pouvoir aérer les sols? Tout le côté aération, décompaction. Les vers de terre, Audrey, tout à fait, effectivement. Alors, la vie du sol, d'une façon générale, c'est vrai que, cela dit, la principale de la vie du sol va vraiment se cantonner dans les premiers centimètres, mais c'est vrai, donc les vers de terre en font partie, les engrais verts, tout à fait. Hein, donc, les engrais verts, donc tous ces couverts végétaux, les plantes. Alors avec des racines pivots, c'est intéressant ce que tu dis, Delphine, parce que souvent, on a cette idée-là, et c'est vrai que les plantes à racines pivotantes, elles descendent profondément, et elles peuvent fissurer le sol quelque part assez profondément. Mais il ne faut pas oublier que d'autres types de plantes, des plantes à racines plutôt fasciculées, donc ils vont avoir plein de petites racines mais très denses, elles aussi vont avoir un rôle complémentaire. Donc en fait, des couverts avec des racines pivots, c'est très bien. Des couverts avec des racines fasciculées, c'est très bien aussi. L'idée, ça va être de mélanger les deux. Alors je vois, les 20 premiers centimètres du sol sont les plus vivants, oui, mais on peut dire les 10 premiers centimètres du sol sont aussi plus vivants que ceux qui sont en dessous. Voilà. En gros, plus on est près de la surface, en général, plus c'est vivant. Normalement, en tout cas. Hein, si on a beaucoup de restitution par le haut, comme c'est censé être le cas. Hein, voilà. Plus on est, voilà, c'est effectivement sur des sols de prairie, des fois on peut avoir les 20 premiers centimètres qui sont très très vivants, c'est vrai. Dans un sol de forêt, paradoxalement, souvent c'est moins important. Hein. C'est vraiment peut-être les 5-10 premiers centimètres qui vont être les plus vivants. Dans un sol agricole, ça va beaucoup dépendre de comment on gère justement notre sol. Je vois la vie du sol, les vers de terre, les champignons. Donc ça aussi, la vie microbienne. Je vois aussi, donc ça aussi, ça va rentrer en ligne de compte. Hein. Donc en effet, on va avoir les vers de terre, mais aussi donc, tout ce qui est bactéries, champignons, ça va nous aider à stabiliser la structure. Donc là aussi, je vais très vite là-dessus, mais la structure du sol, c'est bien qu'elle soit aérée, parce que ça permet aux racines de rentrer, à l'eau, à l'air de circuler. Mais si au premier passage de tracteur, ou si la première averse, ou le premier tour d'irrigation, ou le premier passage de bétail, il y a tout qui se tasse, ça ne sert à rien. Donc il faut aussi que cette structure soit stable et qu'elle puisse supporter les agressions qui peuvent être naturelles ou artificielles. Donc effectivement, c'est là que les champignons et les bactéries vont nous aider, qui vont sécréter des composés, qui vont permettre de stabiliser cette structure de sol. Donc effectivement, tout ça, ça intervient. Donc on a plein de choses qui interviennent. Donc tout ce que vous avez dit, c'est juste. Voilà, donc ça fait partie des outils. Après, la question, c'est est-ce que ça va suffire? Justement, et notamment puisqu'on parle de cette question de l'aération, de la décompaction. C'est important de savoir, alors voilà, donc j'imagine que là vous avez plus, donc je vais devoir faire une nouvelle diapositive puisqu'on n'a toujours pas le partage. Voilà, donc là, je vais vous proposer de me faire, je vais, hop. Alors on va avoir deux types de forces, des forces de compaction et des forces de décompaction. Donc là, c'est vraiment important d'avoir l'idée, tout ce qu'on a là, et de comprendre ce qui est en jeu là-dessus. Donc voilà, donc je vous fais un petit tableau pour vous montrer à quoi il ressemble. Voilà. Vite fait, je reprends. Voilà. Alors, le thème. Diaporama. Voilà. Hop, voilà. Je vous le repartage là. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que je vais vous proposer de me dire quelques idées. On va commencer par les forces de compaction. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme force de compaction dans un sol? Ça sera très important de l'avoir bien en tête parce qu'il y a des forces naturelles et des forces artificielles. Donc, vous pouvez noter dans le chat. Hein. Voilà, donc la pluie, tout à fait. Hein, donc la pluie. Les tracteurs, les animaux, la gravité, tout à fait. L'argile. Alors, l'argile, on va voir pas forcément. Alors, est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire, Julien? Éventuellement, quand tu parles de l'argile. Mais en tout cas, ce que vous dites, c'est pas mal. Je vais noter un petit peu ce que vous commencez à écrire là.
la pluie, la gravité, le piétinement. Alors, fort taux d'argile. Alors, le fort taux d'argile n'est pas en soi un facteur de compaction. Par contre, effectivement, il peut être plus sensible au tassement, mais ça ne va pas être une force de compaction en elle-même. Les cailloux vont pas spécialement compacter le sol. Hein. Par contre, effectivement, alors ça peut être lié à la gravité, mais voilà. Ce qu'on va avoir, donc la pluie et même, on va dire, l'eau d'une façon générale. Donc, c'est les principales forces que l'on va avoir. Donc, je vous le remets en... Voilà, ce que j'ai noté. Je vous les remets en partage. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Donc, effectivement, donc la pluie, mais aussi l'eau, hein, parce que si vous avez une inondation, simplement, alors bassin versant, je ne sais pas trop ce que tu veux dire, Benjamin. Mais en tout cas, voilà, effectivement, l'eau, d'une façon générale, va être un facteur de compaction. Hein, plus votre sol va être saturé en eau, plus il risque plus il risque de se tasser. Alors, la nature du sol va être un facteur aggravant, je dirais, effectivement. Hein, voilà, que ce soit des argiles, des cailloux, peu importe. Effectivement, alors, tuer les vers de terre, oui, c'est intéressant, là, ça veut dire là, ça entame, ça empiète juste après, sur les forces de décompaction, effectivement, si on supprime des forces de décompaction. Mais oui, la nature du sol va jouer va risquer de favoriser certaines forces, soit de compaction, soit de décompaction, voire les deux, des fois, on va voir, hein, dans certains cas. Mais n'est pas une force de compaction en tant que telle. Là, on a l'essentiel quand même de ceux qui risquent de poser, de provoquer du tassement. Donc, c'est effectivement tout ce qui est lié à la pluie, l'eau, l'irrigation aussi. Hein, voilà. Tout ça, ça risque de provoquer du tassement. La gravité, le piétinement. Donc, alors, le tracteur, animaux, hein, j'ai repris ce que vous avez noté, mais ça pourrait être le piétinement humain, hein, dans le cadre d'un maraîchage ou pour des cultures de plantes à parfum aromatique et médicinal. Si vous passez dans des allées, tout ça, si vous marchez sur la planche de culture, ça c'est un facteur de tassement. Et du coup, les forces de décompaction, c'est quoi? Donc, bon, Cécile, je pense, nous a un petit peu, voilà, on parle de vers de terre, effectivement. Donc, les vers de terre sont une force de décompaction. Donc, effectivement, si on les supprime, on supprime, ça va faire le contraire. Les racines, tout à fait. Donc, on va avoir les racines qui vont être... Donc, on a parlé donc, avec les deux types de racines, qu'elles soient fasciculées ou pivotantes. C'est vraiment ça, il y a une action complémentaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme force, en tout cas sur les forces déjà naturelles de décompaction? Les top, alors c'est vrai, effectivement, on va dire vers de terre et autres animaux, hein, on va dire, mais effectivement, les vers de terre, c'est quand même les principaux, mais on peut avoir alors les tops, mais on pourrait avoir d'autres animaux qui sont beaucoup moins sympas, mais qui nous travaillent aussi la terre, mais qui sont, je pense, aux rats-aux-pieds ou compagnie. Alors, les bactéries qui décomposent, elles vont plutôt avoir un rôle sur la stabilité de la structure. Pareil pour les mycorhizes, on va plutôt, mycorhizes, champignons en général, hein, voilà, pas seulement les champignons mycorhiziens, d'une façon générale, vont aider à stabiliser la structure, hein, ou le mycélium, voilà, mais pas forcément, voilà, enfin, si on peut mettre, c'est vrai, là, si on peut ça, vu que c'est quand même une force de décompaction, mais c'est vrai que la vie microbienne, on va dire en général, la vie microbienne, effectivement, donc c'est plutôt mais c'est plus pour stabiliser effectivement un terrain décomposé. L'apport de MO, voilà, l'apport de MO, oui ou non, oui, mais c'est parce qu'il va nourrir en fait la vie du sol. C'est en ça, donc c'est indirectement. Alors les outils à dents, tout à fait, effectivement. Du coup là par contre, on arrive sur en tout cas, le travail du sol, effectivement, les outils à dents, on va voir, sont particulièrement intéressants pour ça. Le gel, effectivement, alors le gel en surface, il va émietter, mais il y a mieux que le gel. La chaleur qui assèche la surface du sol, voilà, ça fait quoi cette chaleur qui assèche la surface du sol? Qu'est-ce que ça va créer justement? Des fissures, voilà, des cavités, c'est ça. Donc c'est ce qu'on appelle le retrait gonflement des argiles. Voilà, donc là, le retrait-gonflement des argiles, en effet, c'est quelque chose. Voilà, donc je vais vous afficher, même si c'est peut-être pas longtemps, ce que j'ai écrit jusqu'à présent.
Voilà, donc là, ça c'est assez intéressant. Donc plus de vie, voilà. Donc là, la vie du sol, on est OK, mais voilà. C'est intéressant aussi d'avoir en tête ce truc-là, parce que souvent, quelque chose je vais avoir un agriculteur ou un jardinier qui m'interpelle, qui dit: «Ah, j'ai mon sol qui est compact, qu'est-ce que je dois faire?» Alors je lui dis: «Mais à quoi tu vois qu'il est compact?» «Ah ben, il est dur en été, il est fissuré». OK, il est argileux ce sol. Oui, il est argileux. C'est pas parce qu'un sol est argileux qu'il est compact, c'est deux choses complètement différentes. Un sol argileux peut avoir une très bonne structure, il n'est pas forcément compact. Mais, ici, donc là, quand on a un sol argileux avec des argiles gonflantes, c'est pas toutes les argiles qui sont comme ça, mais ces argiles gonflantes, en se fissurant, en provoquant des fentes de retrait pendant l'été, elles participent à décompacter le sol. Donc c'est vraiment une petite fissuration, comme les outils à dents. Alors les outils à dents, effectivement, voilà, il y a des outils plus ou moins intéressants pour fissurer, mais les fissurateurs, type Dent Michel, type Actisol, par exemple, sont des bons outils de fissuration qui vont nous permettre de faire mécaniquement. Mais si vous avez un sol argileux qui le fait lui-même, peut-être que vous n'en avez pas besoin. D'ailleurs, on a parlé du travail du sol ici, on n'en a pas parlé dans les forces de compaction. Effectivement, on a vu que le travail du sol, voilà, donc avec les semelles d'outils, le travail du sol, il joue sur les deux tableaux. Hein. Le travail du sol, il est aussi là, il joue sur les deux tableaux. Sur le tableau donc, des forces de compaction et des forces de décompaction. Il est sur les deux. Donc, voilà, vous avez des forces naturelles que vous pouvez favoriser. Alors, le retrait-gonflement des argiles, ça ne va pas être évident. Si vous n'avez pas un sol argileux, ben voilà, hein, ça va être compliqué. Si vous avez un sol argileux, on peut jouer dessus. Par contre, pour le reste, sur les vers de terre, notamment sur la vie microbienne, sur les racines, là, par contre, on a une action. Donc, on peut favoriser tout ça. Hein. Bien sûr, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de comment on peut faire. Le fait d'apporter de la matière organique, alors il faudrait voir quelle matière organique. Par exemple, pour les vers de terre, typiquement, c'est tout ce qui est cellulosique qui va être le plus intéressant. Hein. Si vous pouvez amener du foin, des tontes de gazon, des choses comme ça, ça va être assez des feuilles mortes éventuellement à l'automne, ça va être très très intéressant pour nourrir les vers de terre. Donc voilà, ce genre d'apport pourrait être très intéressant. Pourquoi pas du BRF, surtout alors, du BRF, hein, c'est bois raméal fragmenté, donc des branches broyées. Surtout s'il contient des feuilles, ça peut être particulièrement intéressant. Le compost, je vois que quelqu'un met le compost, et alors, il peut être intéressant, un compost jeune notamment peut être assez intéressant pour la vie microbienne. Par contre, c'est pas lui qui va vous nourrir les vers de terre. Par contre, hein. Pour les vers de terre, c'est pas très intéressant parce que c'est une matière qui est déjà prédigérée, en fait, le compost. On a donné à manger en fait à la vie du compost. Alors, je dis pas que c'est pas intéressant, hein, mais c'est souvent pas le meilleur pour nourrir notamment les vers de terre. Voilà, alors, effectivement, surtout si vous utilisez un compost jeune, vous allez pouvoir amener au sol, inoculer au sol plein de micro-organismes, donc ça peut être très intéressant. Sur un compost mûr, c'est déjà beaucoup moins le cas, mais un compost mûr si je reprends les rôles, un compost mûr, il peut agir, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais il peut faciliter le semis ou l'implantation. Par exemple, dans le réseau maraîchage sur sol vivant, on voit beaucoup de gens qui font des semis dans des lits de compost. Donc, les semis dans des lits de compost, ça permet justement, vu qu'il ne travaille pas le sol mécaniquement, c'est le compost qui fait le lit de semences. Donc ça, voilà, ça c'est des choses qui se font beaucoup, mais qui demandent de gros apports de matière extérieure. Donc voilà, c'est intéressant, mais ça aussi, il y a aussi le revers de la médaille. Quoi. Donc voilà, il faut toujours être nuancé, comprendre pourquoi on fait les choses. Si on prend par exemple... donc là c'est vrai qu'on a parlé plutôt du rôle aération, décompaction, ameublissement. Donc voilà, donc l'idée, si on peut, avec les vers de terre, la vie du sol, les retraits gonflements des argiles et les racines des plantes, que ce soit des cultures ou des couverts végétaux que l'on va implanter, si ça suffit pour avoir une structure aérée, c'est super top. Si ça ne suffit pas, si ça ne suffit pas, il faudra passer sûrement un outil à dents pour compléter le travail. Et voilà, il ne faut pas hésiter à le faire. Hein. Si on constate que le côté biologique ne suffit pas, mais on a besoin du mécanique, c'est comme ça. Voilà. Si je prends d'autres, je ne sais pas si on pourra faire tous les rôles. Pour le désherbage, qu'est-ce qu'on a comme outil pour le désherbage? Alors, ça va aussi beaucoup dépendre de l'échelle à laquelle on est. Quel outil peut nous permettre de remplacer le travail du sol pour le désherbage? Quel outil, quelle technique, voilà. Les bâches, alors effectivement, si on est sur des petites cultures, notamment en maraîchage, donc toutes les techniques d'occultation vont nous permettre. Les phytos, donc ça, effectivement, on voit beaucoup ça en agriculture de conservation, notamment en grande culture, où en effet, c'est vrai que le désherbant permet souvent de gérer.
c'est souvent pas évident. Alors, la binette, on est déjà sur un travail du sol, hein, mais effectivement, on voit le sarclage, effectivement. Les faux semis, bon, on est sur un travail du sol léger, mais c'est vrai que ça, voilà, ça fait partie des outils que l'on a. Les animaux, pourquoi pas? Bon, ça va pas vraiment nous désherber, ça va effectivement nous réduire, ça va les tondre, ça permet de détruire éventuellement un couvert végétal bien développé. Après, ça ne va pas forcément nous désherber vraiment notre sol. Un paillage épais, donc là on rejoint les techniques d'occultation, donc effectivement voilà, donc on voit qu'on a des techniques qui vont nous permettre, alors avec des copeaux pourquoi pas, ou avec d'autres choses, hein, soit avec du plastique, voilà, donc on a différentes méthodes, mais en effet les techniques d'occultation, en tout cas pour les petites surfaces ou pour les cultures pérennes, ça peut être assez facile à mettre en place. Pour des grandes cultures par contre, on va être un peu plus compliqué. Une autre méthode que vous n'avez pas vue, donc c'est qu'on n'a pas dite, c'est aussi tout ce qui est effectivement les couverts végétaux. Alors il faut que ce soit bien mené et ça va dépendre de quels sont les végétaux, les herbes qui nous embêtent. Mais tout ce qui est les couverts végétaux peuvent être un outil qui va qui peut nous participer à gérer l'enherbement. Avec du coup avec des plantes qui sont plus faciles à gérer. Donc voilà, donc on a des méthodes, en effet, avec moins de travail du sol, hein, comme le faux semis, c'est une méthode gérée avec moins de travail du sol, sachant que le faux semis, on peut le faire aussi à la bâche, hein, on voit de plus en plus ça dans le réseau maraîchage sur sol vivant. Donc, ouais, là, donc faire par exemple un semis compliqué et long, comme un semis de carottes. Je crois que Samuel, d'ailleurs, si tu pourras peut-être témoigner de ça, puisque je crois que tu l'as fait, ça. Voilà, donc un semis de carottes, bâcher ensuite le temps que ça lève et enlever la bâche. Donc, du coup, on a empêché les plantes qui ont commencé à lever sous la carotte se font détruire par la bâche au fur et à mesure qu'elles sortent parce qu'elles ne trouvent pas de lumière. Et donc, on peut on peut du coup enlever la bâche et puis la carotte peut se développer plus facilement. Alors, la densité de plantation, effectivement, pour les massifs, tout à fait, avec des vivaces tapissantes. Donc là, effectivement, on est plus là sur du jardinage d'ornement, mais ça peut aussi, on peut envisager ça sur, pourquoi pas, certaines cultures de vivaces, hein, on peut envisager des choses comme ça. Alors, des exemples de couverts végétaux, alors là, c'est fou. Samuel, on fait une conférence, on peut programmer une conférence là-dessus, si tu veux, parce que voilà. Il y aurait beaucoup à dire sur les couverts végétaux, c'est tout un monde. En tout cas, je peux dire, on fera quelques plantes qui vont servir à faire des plantes de couverture, hein. On va avoir notamment, ça peut être des céréales, hein, simplement, les céréales qu'on utilise par ailleurs, hein, donc c'est pas du seigle, du blé, de l'avoine, de l'orge, tout ça, de triticale, ça peut nous servir. Plein de légumineuses, alors les moutardes, effectivement, alors il y a plein de types de moutardes différents, donc dont la moutarde blanche qui est la plus utilisée, mais on va avoir plein de légumineuses comme des féveroles, des pois fourragers, des vesses, différentes espèces de vesses même. Voilà, on va avoir plein d'espèces de trèfles. Voilà, oui, alors engrais vert, couverts végétaux, on va dire que c'est synonyme. Mais voilà, donc on a beaucoup de plantes. Mais voilà, donc il y aurait beaucoup à dire sur pourquoi on les implante, comment on les choisit. Voilà. Si vous voulez, j'ai un livre qui va sortir, mais qui plus à l'attention des jardiniers, mais qui pourrait tout à fait s'appliquer au maraîchage, hein, parce qu'on est sur le même cycle, qui sortira au mois de mars sur le sujet. Par contre, pour tous ceux qui sont plutôt en grande culture, vous avez déjà des ouvrages assez complets là-dessus, notamment le livre Les couverts végétaux de Frédéric Thomas et Mathieu Archambault, hein, donc aux éditions de la France agricole, qui fait le tour du sujet quand même de façon assez exhaustive. Voilà. Donc voilà quelques exemples assez rapides. Si on prend alors, je vais peut-être pas, voilà. Si je prends les rôles, si je prends par exemple le réchauffement du sol. Par exemple, si vous êtes en montagne, par exemple, là, je considère que pour le réchauffement du sol, si vous voulez implanter des cultures jusqu'au mois d'avril, donc février, mars, avril, tout ce que vous allez implanter en début de saison, il faudra qu'il y ait un travail du sol préalable. Alors, je ne veux pas dire un labour, hein, ça peut être juste un grattage, un petit passage, alors soit de crocs si vous êtes en agriculture manuelle, ou de grelinette, ou d'actisol, ou de dents Michel ou de cultivateur. Voilà, ça veut pas dire que ça doit être un travail du sol, un gros labour, voilà. Mais ce sera intéressant de voir, de faire ce travail-là, ne serait-ce que pour faciliter le réchauffement du sol. Alors, à partir de quelle altitude on est en montagne, ça c'est très dur de répondre, mais en tout cas, disons, dès que vous
dès que vous observez que le réchauffement du sol est un problème. Donc, effectivement, là, je prends l'exemple de la montagne parce que voilà, ici, on est en montagne. Mais même si vous êtes en plaine ou dans le nord de la France ou même dans un endroit, peut-être pas en montagne, hein, mais un endroit qui est un peu orienté nord, qui a du mal à prendre le chaud en début de saison, on va avoir ces problèmes-là. Et le travail du sol va nous aider quand même à donner un petit coup de fouet, à réactiver la vie microbienne en amenant un peu d'oxygène et en aidant le sol à se sécher un peu. Et du coup, ça l'aide aussi à remonter en température. Donc, à partir du moment où vous avez des problèmes de réchauffement du sol en début de printemps, un coup de travail du sol, ça va aider. Alors, voilà, il y a peut-être d'autres solutions. Il y a sûrement d'autres solutions, mais un coup de travail du sol, ça va quand même aider. On va faire en sorte que ce soit le moins destructeur possible, éviter de retourner, voilà, plutôt un travail outil à dents, mais effectivement, ça peut être utile. Si par contre vous n'avez pas ces problèmes-là, vous pouvez éventuellement, parce que vous implantez les cultures à l'automne, ou par exemple vous faites que des céréales d'hiver, ou que des cultures d'hiver en grande culture, voilà, effectivement, là vous n'avez pas cette question-là qui se pose. Et là, à l'automne, les sols ils sont chauds, il n'y a pas de problème, on peut beaucoup plus facilement implanter les cultures. Si vous êtes ou au contraire, si en maraîchage, par exemple, si vous n'implantez que des plantes à partir du mois de mai, vous êtes plutôt sur des cultures de production d'été, automne, et du coup, bon, vous n'avez pas trop le problème du réchauffement du sol. Alors, rendre le sol plus léger, attention, c'est compliqué, parce que l'argile influence beaucoup plus la texture du sol que le sable. Donc, ça veut dire qu'il va falloir amener de très grosses quantités de sable pour que ce soit significatif. Et l'idée, c'est pas tellement la texture en elle-même, en fait, c'est vraiment qu'il puisse se sécher un peu. En fait, c'est l'idée qu'il perde son excès d'eau. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus simple de faire un petit coup d'outil à dents que d'essayer de mélanger, et en plus un énorme travail, ce qui culbute une perturbation aussi énorme pour le sol. Amener du sable gravier, je ne conseille pas trop parce que c'est quand même un très très gros chantier et qu'il en faut vraiment beaucoup pour avoir un impact significatif. Alors, grelinette, oui, Anaïs, si vous êtes effectivement sur du petit maraîchage, effectivement, on est plutôt sur de la grelinette. Hein, ça peut être un outil ou de la fourche bêche, hein, même une fourche bêche sans chercher à retourner le sol à chaque fois, hein, juste pour aérer un peu. Ça peut être des outils tout à fait adaptés. Mais après, voilà, voilà, si on est sur une culture mécanisée, ça peut être différents outils plutôt de fissuration qu'on va faire travailler à 10, 15, 20 cm, voilà, mais en tout cas sans retourner le sol. Voilà. Si on prend d'autres rôles, voilà, on avait parlé de mélanger les amendements. On mélange les amendements, vous voyez bien qui c'est qui peut le faire très très bien pour nous aussi, hein, si on ne travaille pas le sol. Hein, ça va être bien sûr les vers de terre aussi, vont être très adaptés pour ça. Si on prend la gestion de l'eau, bon, là, effectivement, tout ce qui est paillage aussi va beaucoup nous aider, ou soit paillage, soit laisser des résidus de couvert, des résidus de culture aussi au sol, donc tout ça, ça va nous aider. Si on veut rendre les nutriments disponibles, bon, là, on va être en lien avec le réchauffement du sol notamment, hein, donc effectivement, là, c'est un peu compliqué, si on a un souci avec ça, ça va être un peu compliqué de faire vraiment sans le travail du sol, ou sinon, c'est via les amendements et la fertilisation qu'on va les amener. Le semis, l'implantation, donc là aussi l'activité biologique va beaucoup nous aider. Plus un sol est travaillé biologiquement par notamment les vers de terre et les micro-organismes, plus il va avoir une structure apte à recevoir un semis assez facilement. Mais sinon, là encore, un compost mûr peut aussi nous aider, mais c'est quand même un apport extérieur. Et puis mélanger les amendements, je dis, voilà, j'ai aussi après l'histoire de la gestion des ravageurs. Donc là, ça, effectivement, c'est souvent quelque chose d'assez compliqué. D'ailleurs, en maraîchage sur sol vivant, on parle beaucoup ou en agriculture de conservation, d'ailleurs, hein, pour les céréales, c'est pareil. On parle beaucoup du problème, effectivement, souvent les problèmes de campagnols ou autres rongeurs, les problèmes de mollusques sont quand même très présents. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de solution directe, si ce n'est favoriser les prédateurs. Mais bon, ça, c'est pas une science exacte, favoriser les prédateurs. Hein, oui, mais voilà, c'est ça, ou les auxiliaires. Hein, c'est ça. En l'occurrence, les prédateurs sont les auxiliaires de culture, oui, effectivement. Hein, donc, tout ce qui va pouvoir
manger les rongeurs, hein, donc par exemple des furets, des belettes, des serpents, des rapaces, voilà, etc., des renards, etc. Voilà, donc c'est ce que tu dis, donc créer les habitats naturels, avoir des haies autour, éventuellement des mares pour des mares, des haies, des perchoirs, etc. Voilà, donc des niches écologiques pour attirer, mais bon, on ne maîtrise pas tout non plus parce que souvent ils ont un territoire beaucoup plus vaste que les parcelles sur lesquelles on travaille. Si tous les renards se font zigouiller à la saison de la chasse, ben, ça va être dur de compter sur eux. Hein. C'est pas faute de vouloir les accueillir, mais bon, voilà, ils ont la vie dure. Voilà, donc c'est dur de tout maîtriser à ce niveau-là. L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est que ça puisse se réguler naturellement, mais c'est pas toujours évident. Et effectivement, je connais des gens, hein, je vois par exemple des maraîchers qui sont à côté de chez moi. Ben, la seule raison pour laquelle ils travaillent leur sol, c'est pour casser les galeries des campagnols. Parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Donc, ils passent là, en l'occurrence, un coup de sous-solaise régulièrement, au moins une fois par an, un coup de sous-solaise dans toutes les planches pour dézinguer toutes les galeries de campagnols. Et voilà, ben, des fois, ça peut être juste à cause de cette raison-là qu'on va travailler le sol. Donc, effectivement, c'est vraiment. Donc, un petit peu en conclusion, parce que il est déjà 21h. Donc, alors, en conclusion, le travail du sol, il sert à beaucoup de choses. Il a plein de rôles. On peut le supprimer. Il y a des agriculteurs qui ne travaillent plus du tout leur sol, que ce soit en grande culture, en maraîchage ou autre. Mais il faut vraiment vérifier que tous les rôles du travail du sol vont être remplis et qu'on ne va pas avoir d'autres problèmes, qu'on ne va pas créer d'autres problèmes en supprimant le travail du sol. Donc, avoir un œil, ben voilà, vérifier est-ce que l'enherbement, est-ce qu'on arrive encore à bien le gérer, est-ce qu'on arrive à bien gérer les ravageurs, est-ce que le réchauffement du sol se passe bien, etc. Est-ce que les cultures grandissent bien, voilà, en tout cas suffisamment bien. Donc, il faut vraiment avoir un regard sur tout ça et toujours avoir un regard pragmatique et en aucun cas idéologique. Voilà. Moi, j'invite effectivement à aller vers la réduction, la suppression du travail du sol, mais ça ne doit en aucun cas être une idéologie. Si on remarque qu'il faut travailler le sol parce qu'il y a tel ou tel problème qui se pose, mais on le fait. Point barre. C'est comme ça. Voilà. Si on voit qu'on a un problème de ravageurs, si on voit que le sol ne se réchauffe pas bien, etc., eh bien, il faut que voilà, il va falloir accepter de passer un outil. Alors, ça fait des années que je ne bêche plus les massifs de mes clients afin de ne pas déstructurer le sol, super. Et surtout le bêchage, hein. Le bêchage, c'est un peu l'équivalent du labour, hein, puisqu'on vraiment on retourne le sol. Donc, favoriser l'apport de MO, laisser la vie microbienne faire le travail, les massifs se portent très bien. Donc, effectivement, souvent, c'est même plus facile à réaliser pour tout ce qui est effectivement vivace, effectivement, comme les massifs, ou ça pourrait être le cas pour des cultures, je sais pas, de petits fruits ou d'autres. Ça va être beaucoup plus facile de ne plus travailler le sol, d'ailleurs, que pour des cultures annuelles, type céréales ou maraîchage, hein, d'ailleurs. Mais tout à fait, hein, merci pour ton témoignage. Voilà, ben justement, si vous souhaitez témoigner peut-être d'expérience ou poser les questions, poser vos questions par rapport à ça. Donc, moi, je reste là jusqu'à ce qu'il y ait du monde, qui, qui a envie d'échanger ou de témoigner. Voilà, témoigner, questionner. Voilà, je vois que Samuel a. Alors, je vais peut-être couper le partage. Hop, voilà. Allez, qui pose la première question? Qui veut poser la première question? Voilà, on vous laisse lever la main et on vous laisse prendre la parole. Qui se lance? Alors, bonne nouvelle pour les pérennes, nous dit Ina. Donc, je ne sais pas, Ina, peut-être tu fais partie de ceux qui ont des projets de pérennes. J'ai vu qu'il y a peut-être d'arboriculture ou de... Ah, viticulture, il n'y a personne en viti. Tiens, donc. Peut-être de plantes factoriales. Alors. Ah, mais ils étaient bavards mais là, ils sont moins bavards, là. Allez, Anaïs. Ouais, Allez, je me vas-y. lance. Du coup, moi, ma question, c'est à propos de mon installation prochaine, j'espère. En fait, moi, j'ai un projet d'installation en PAM, donc sur une petite surface. Et là, je me pose la question sur le terrain que j'ai trouvé. C'est pas forcément, c'est pas sûr que ce soit mon futur terrain, mais si c'est celui-là, donc c'est une prairie qui n'a pas été touchée depuis longtemps.
Je ne sais pas comment préparer mon terrain. J'hésite entre poser des bâches sur les planches que je vais faire ou faire une espèce de labour sur pas beaucoup de profondeur, mais je ne sais pas quoi faire. J'ai vachement envie de juste poser des bâches pendant tout l'hiver et de commencer à planter au printemps, mais Voilà. Donc, je n'ai pas trop d'exemples comme ça dans les stages. donc, en fait, ton souci, déjà, c'est le désherbage, en fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le désherbage. ouais. Voilà, donc effectivement, si c'est juste la question de désherbage, effectivement, poser des bâches, ça peut tout à fait suffire. Alors attention, effectivement, qu'il peut aussi y avoir des problèmes de topins qui peuvent se poser aussi derrière prairie, parce que je ne sais pas si c'est de la prairie actuellement, mais il y a des chances. Voilà, donc effectivement, il faudra faire. Mais toi, c'est pour t'installer, ils utilisent en PAM, donc c'est quelle culture en PAM? Ça peut être beaucoup de choses, les PAM. Ouais, j'ai une trentaine de plantes en tête. Mais ça va être plutôt des vivaces ou des annuelles? Les deux. Franchement, finalement, beaucoup d'annuels et assez peu de vivaces. Ok. Donc voilà. Donc en fait, déjà, la question qu'il y a, ça va beaucoup être la structure du sol que tu as dessous, en fait. Si tu as un sol qui est bien structuré dessous, en fait, tu n'as pas besoin effectivement de faire un travail et tu peux te contenter d'envoyer avec des bâches. Ok. C'est possible. Donc là, en fait, ça veut dire qu'il faut observer. Donc là, observer, ça veut dire soit le faire toi-même, par exemple. Moi, j'explique pas mal de choses dans mon livre que j'ai sorti en 2022 qui s'appelle Un sol difficile et à l'heure. Dans la première partie, j'explique vraiment comment observer le sol. Donc ça, c'est éventuellement, si tu te sens, tu peux le faire toi-même. Voilà, après, des fois, ça m'arrive de me rendre chez des maraîchers des maraîchers ou des gens qui s'installent, c'est pas que du maraîchage, justement pour vérifier ça, mais éventuellement, tu peux le faire toi-même. Voilà, il faut creuser, tu creuses au moins 1 mètre de profondeur, c'est bien d'aller assez loin, et de vérifier quel est l'état de la structure du sol là-dessous. Voilà. Et effectivement, si tu as une structure de sol correcte, que les racines des plantes descendent sans aucun problème, tu n'as pas besoin de t'embêter à aller faire un travail du sol. Tu peux tout à fait te contenter des bâches. Alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce que les bâches appauvrissent le sol? Alors, ça va beaucoup dépendre. Dans le cas d'Anaïs, ou dans le cas quand on parle de bâches pour des maraîchers, souvent, en tout cas, quand on parle de l'ouverture d'une prairie, tout dépend combien de temps les bâches restent au sol. Si les bâches elles restent au sol pendant 6 mois, le temps de désherber la prairie, il n'y a aucune raison qu'elle appauvrisse le sol, puisqu'au contraire, il y a toute l'herbe qui va se décomposer dessous, qui va nourrir, qui va envoyer un apport massif de matière organique morte pour la vie du sol, et donc du coup, ça va rien, au contraire, ça va plutôt participer à l'enrichir. Par contre, effectivement, si toi, j'ai l'impression que tu es sur de l'ornement, donc effectivement, si vous mettez une bâche tissée pendant 15 ans ou 20 ans sur un massif, effectivement, il y a un moment où votre sol, on va commencer à avoir faim parce qu'il n'y a plus aucun retour au sol, parce que la bâche coupe le retour des matières organiques. Alors, il y a toujours les racines, si bien sûr, qui se décomposent dans le sol, mais vous n'avez plus aucune litière qui se forme à la surface. Donc, effectivement, à terme, elles pourront appauvrir le sol. Mais des bâches qui restent sur le sol quelques mois, ça ne pose aucun souci, au contraire. C'est plutôt un effet positif. Après, bien sûr, ça reste du pétrole, tout ça, donc c'est voilà. Alors, tu as comment détruire un engrais vert sans trop travailler le sol. Alors, je pense au seigle, par exemple. Alors, attends, il y avait d'autres questions avant. Que pensez-vous de l'inoculation de vers de terre? J'essaie de prendre dans l'ordre, sinon on va passer. Voilà. L'inoculation de vers de terre, alors, si vous en manquez éventuellement, oui, si vous avez un sol, alors typiquement, vous récupérez un sol qui a été cultivé alors, en grande culture, en maraîchage, peu importe, éventuellement conventionnel, ou vraiment ça vous a détruit un petit peu comme le sol que je montrais tout à l'heure, où vous voyez des céréales. En Ardèche, effectivement, si vous avez un truc comme ça, si vous démarrez sur un sol comme ça, pourquoi pas inoculer des vers de terre. Mais alors, qu'est-ce qu'on appelle inoculer des vers de terre? Parce que si vous amenez des vers, un compost, un lombricompost, c'est alors, pourquoi pas, il n'y a aucun mal à amener des vers de lombricompost, mais ce ne sont pas eux, les vers de terre, qui vont vous travailler sur la tension. Voilà, il y a plusieurs types de vers de terre, donc il faut amener les bons vers de terre. Voilà. Normalement, si vous faites ce qu'il faut, si vous réduisez votre travail du sol au minimum et que vous apportez les bonnes matières organiques massivement, voilà, donc vous allez avoir des vers de terre qui vont revenir parce qu'ils ne sont jamais totalement disparus. C'est très rare qu'ils aient totalement disparu. Donc ils vont revenir. Mais effectivement, pourquoi pas en amener? Donc en amener, c'est simple, c'est aller prendre une bêchée dans le champ du voisin qui en a beaucoup, s'il est d'accord. Voilà.
ou dans une prairie, voilà, quelqu'un qui est d'accord, bon, c'est pas grand-chose, hein, c'est quelques bêchers de terre, et puis vous allez les enterrer dans votre champ à différents endroits. Et effectivement, à partir de là, si vous nourrissez correctement vos vers de terre, ils vont pouvoir se répandre. Mais ça, c'est uniquement si vous en avez vraiment très peu dans votre parcelle et que après derrière, vous mettez en place des pratiques qui vont les nourrir et qui vont les aider à se développer et à coloniser la parcelle. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Alors, comment détruire un engrais vert sans trop travailler le sol? Et effectivement, je voudrais dire que ça va beaucoup dépendre de ce qu'on va mettre derrière. Hein, donc, alors, Thomas, toi, tu es en quoi? C'est quel type de culture que tu fais derrière? C'est du maraîchage? C'est des grandes cultures? Bonsoir, c'est pour du maraîchage. Pour du maraîchage, d'accord. Donc voilà, donc il y a un peu deux réponses en fonction du type d'implantation que tu vas faire derrière. Alors, idéalement déjà, c'est faire en sorte que le couvert est fleuri. Idéalement. Alors c'est vrai que ça va effectivement pour un seigle, pour qu'il fleurisse. Bon, je vois chez moi en Haute-Loire, il faut attendre la fin du mois de mai, hein, pour le début du mois de juin. Hein. Donc effectivement, ça fait tard. En plaine, il va fleurir plus tôt. Il va fleurir dans le courant du mois de mai. Donc si derrière on veut implanter par plantation, faire des plantations, je sais pas, de tomates, de courgettes, des choses comme ça, donc de plants qu'on va repiquer, ou éventuellement de grosses graines qu'on va planter en poquet, des maïs, des haricots, des choses comme ça. On peut tout à fait se contenter de le rouler, idéalement de le rouler, ou de le détruire avec différents moyens, comme le rouler, c'est ce qu'on appelle des rolofacas, donc des rouleaux qui vont écraser vraiment la végétation pour éviter qu'elle ne reparte. Ce sera bien de rajouter un paillage par-dessus pour aussi éviter au moins ralentir l'implantation d'autres végétaux à travers, de plantes spontanées à travers le sec quand même. Mais là, on peut implanter des cultures à travers ça. Si par contre vous avez un semis à faire, ça va être dur d'éviter un petit coup d'outil à dents. Clairement, parce que là vous n'avez pas le. Alors, je sais que certains le font. Je sais que dans le réseau maraîchage sur sol vivant, il y en a qui arrivent à planter des carottes. Ils disent qu'il faut un sillon au milieu du seigle après l'avoir roulé ou écrasé. Et ils déposent un mélange de compost et de graines prégermées de carottes. Bon. Personnellement, j'ai jamais réussi à le. Enfin, je sais pas que j'ai jamais réussi à le faire, mais voilà, je trouve que c'est quand même compliqué à réussir, donc j'ai quand même plutôt tendance à conseiller de faire un petit travail du sol, au moins superficiel. Quoi. Mais bon, il y en a qui le font, il y en a qui arrivent à le faire. Voilà. J'avais fait un essai d'une planche roulée avec le seigle et une planche où j'avais passé la bêcheuse, enfin broyé le seigle et passé la bêcheuse. Ouais. Et la planche où j'avais simplement roulé, les plantes se développaient beaucoup moins bien. Alors ça dépend de beaucoup de choses. Alors effectivement, il y a eu un super travail qui a été fait par le GRAB en ce sens-là. Donc là, en comparant effectivement d'un sol travaillé avec des couverts qui étaient juste roulés et avec un strip-till sous les plants. Et effectivement, donc ça va aussi beaucoup dépendre de la structure du sol qui est chez toi. Parce que est-ce que le sol a tendance, voilà, eux, le GRAB, ils sont en Avignon, sur des limons battants qui ont tendance vraiment à prendre en masse assez facilement. Et effectivement, là, on se rend compte que les techniques, en tout cas en maraîchage, des techniques avec zéro travail du sol, eh bien, on se ramasse derrière des structures qui se tassent. Quoi. Donc les plantes développent mal. Ouais. Donc, effectivement, voilà, toutes les réponses, et ça, c'est super important. Tout ce qu'on vous dit en agriculture, il faut toujours le recontextualiser. Okay. Voilà. Donc, effectivement, si toi, tu observes que chez toi, si tu ne travailles pas du tout le sol, ça ne pousse pas bien derrière. Et alors, quelles en sont les raisons? Est-ce que c'est un problème de question de sol? Est-ce qu'il y a une question de concurrence ou autre? Ça pourrait être intéressant de le voir. Mais c'est important de te fier à ce que toi, tu observes. Hein, voilà. Pas d'idéologie derrière. Si tu vois qu'un coup de travail du sol, ça aide vraiment à la reprise derrière, tu le fais. Quoi. Ok. Voilà. C'est quoi l'étude? Alors, l'étude du GRAB, alors, si on va sur le site du GRAB, effectivement, si on va sur grab.fr, tu as l'habitude du site du GRAB ou pas?
Parce que si vous allez sur leur site, je vous mets le site dans le chat. Là. Voilà, déjà, le site global. Voilà, sur leur site, ici, que je vous ai mis, là, voilà, vous avez un endroit où vous avez publication, rapport. Je pense que je devrais le retrouver assez facilement, le rapport en question. Des rapports annuels, maraîchage. Il n'y a que ça. Ah non, c'est recherche, pardon, c'est pas un rapport. Donc, résultat de recherche. Voilà. Résultat de recherche, voilà, clac, clac. Voilà, là, voilà, là, il y en a beaucoup plus. Dans maraîchage et dans soit des systèmes et itinéraires techniques, il me semble que c'est là-dedans. Et dans maraîchage, voilà. Papam, où est-ce qu'il est? Non, il n'est pas là-dedans. Alors, je ne le retrouve plus tout de suite là. Attends. Alors, c'est peut-être fertilité, entretien du sol. Je n'ai peut-être pas fait la bonne. Elle est passée où? Oh, putain, pourtant je l'ai eu. Alors, bon, dans l'instant, je la trouve plus. Peut-être qu'il faudra que je cherche plus tranquillement. Alors, ouais, je la retrouve pas. Non, régulation naturelle. Bon, alors, dans l'instant, je la retrouve pas. Il faudrait que je cherche plus tranquillement peut-être après. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est une étude qui est sortie récemment. Ah, ben voilà, tu l'as trouvé. Ça, peut-être, oui, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. En tout cas, le titre a l'air d'être ça. Solveig, oui, c'est ça. Hélène Védier, c'est ça. C'est ça. Donc là, effectivement, vraiment, ils ont clairement, hein, ils ont observé vraiment qu'on pouvait avoir de très très mauvais résultats en arrêtant le travail du sol. Donc voilà. Donc c'est voilà. Toujours intéressant. C'est la nature qui a le dernier mot. C'est vos observations qui ont le dernier mot. C'est pas la théorie. Hein. C'est pas l'idéologie. Voilà. Alors. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui avait levé la main après, juste après Anaïs. Qui c'était? Je ne vois plus son nom là. C'était Pierre-Étienne, je crois, non? Il me semble que tu avais levé la main. Oui, excusez-moi, vous m'entendez? Vas-y. Oui, c'était moi. C'était par rapport à une question auprès de la toile tissée, donc toile tissée biodégradable que je préconise beaucoup pour mes chantiers de plantation, hormis du coup la toile tissée maintenant qui est vraiment que je bannis de mes chantiers. Donc au final, j'ai eu la réponse à ma question tout à l'heure. Mais la toile tissée biodégradable, ben, même celle-ci, j'essaye de la bannir parce que mine de rien, ça a une durée de vie entre 3 et 5 ans. Donc, ce qui donc appauvrit mes sols. C'est pour ça que j'essaye de limiter absolument la Voilà. replantation. Après, c'est clair que la toile tissée, alors j'ai vu pas mal, alors c'est plutôt de la toile, bon, en l'occurrence non tissée, mais j'avais travaillé à une époque avec Arbre Paysage 32, donc dans le Gers, qui eux utilisaient des toiles biodégradables pour les plantations de haies. Ce qu'on observe, alors, dans leur cas en tout cas, alors peut-être que c'est différent avec la toile tissée, mais dans leur cas, c'est quand même qu'on observe que au bout d'un an et demi, 2 ans, la toile commence quand même à se déchirer quand même significativement. Donc en se déchirant, elle commence à laisser le passage à des herbes. C'est surtout si elle n'est pas recouverte par un paillage, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les interactions par rapport aux agressions extérieures, si on peut dire ça. Ouais, mais si tu le recouvres par un paillage, de toute façon, le paillage va être isolé du sol. Parce qu'en fait, ce qu'on observe, c'est que là, ta toile tissée ou ta bâche tissée, ta bâche biodégradable, pardon, elle va se déchirer progressivement. Et en se déchirant, elle va justement refaire la connexion entre les litières de surface et le sol. D'accord. Donc c'est pour ça que la toile biodégradable, en tout cas pour une plantation de haies par exemple, ou pour un bosquet, ou pour un massif de vivaces, elle peut tout à fait avoir son rôle. Parce que voilà, on n'a pas le chantier, enlever une toile biodégradable une fois que les arbres ont poussé, une toile pardon, non biodégradable une fois que les arbres ont poussé, c'est ingérable. Voilà, bon, j'imagine que tu le sais mieux que moi, mais voilà, mais c'est bon la toile biodégradable, bon. C'est pas idéal, mais je dirais que ça reste voilà. Ouais, il faut éviter parce que j'essaye de les bannir de toute manière dans tous les cas. Voilà. Mais après, effectivement, si tu as la possibilité de te procurer du broyat, du BRF, des feuilles mortes, ah oui, ça voilà. là-dessus,
J'essaye parce que je travaille dans l'entretien de jardin, je suis bien un sûr. commercial, mais en même temps, j'ai mes équipes sur terrain. J'essaye de faire un maximum de jardin zéro déchet. Donc, Voilà. justement, pour Voilà. permettre d'améliorer le sol en utilisant Mm. ces déchets de matière organique, de déchets verts, etc. Ben voilà, donc ça c'est super. Donc là, effectivement, ça peut pour le coup te remplacer complètement le paillage biodégradable, quoi. Donc C'est c'est ça. tout à fait. Mais c'est mieux. Et là, pour le coup, tu nourris ton sol en plus pendant toute la durée de dégradation et c'est facile à remettre quand il y en a besoin. Donc effectivement, je suis tout à fait, ouais. Je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis, effectivement. Tatam. Alors, l'engrais vert, j'ai répondu. Je crois, alors, où est-ce qu'on a été des questions? Si l'on doit quand même travailler superficiellement le sol, est-ce que l'utilisation de motoculture peut suffire ou faut-il être équipé d'un tracteur à protobêche? On peut tout à fait travailler, alors même à toutes les échelles, c'est possible. Hein. On peut travailler, que ce soit manuellement, que ce soit traction animale, que ce soit avec des outils montés sur motoculteur ou sur tracteur. Dans tous les cas, vous pouvez trouver les équipements qu'il faut, qui vont correspondre. Alors, ça va beaucoup dépendre en fait, du coup de votre surface, en fait, de la mécanisation que vous avez choisie. Mais un motoculteur peut suffire. Donc, un motoculteur, attention, surtout s'il a ou la rotobêche aussi, il faut quand même faire attention. Les outils animés, d'une façon générale, sont des outils qui sont particulièrement efficaces pour faire des semelles. Donc, il faut quand même être assez vigilant là-dessus. Tout ce qui est outils animés, attention. Alors, ça ne veut pas dire encore qu'il ne faut pas l'utiliser, mais avoir bien ça en tête et donc avoir vraiment de bonnes conditions de sol. Si c'est un peu trop humide ou quoi, vous risquez vraiment de faire du dégât plus qu'autre chose, quoi. Donc, si c'est pour détruire un couvert végétal, c'est quand même dommage derrière de faire, de faire du dégât. Mais voilà, si vous avez les bonnes conditions de sol pour entrer dans la parcelle, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Voilà, donc un motoculteur peut tout à fait suffire, un outil à dents, même manuel, peut tout à fait suffire également. Hein. Une grelinette peut suffire également, voilà, si vous êtes en travail manuel. Voilà, donc tout va dépendre dans quel type de mécanisation vous êtes. Voilà, mais justement, c'est la réponse. Du coup, un non-user, c'est toi, Pierre-Étienne, c'est ça? J'ai cru deviner. Oui, c'est ça, c'est ça. Je sais pas pourquoi mon nom ne s'affiche pas, mais en effet, toutes ces questions depuis tout à l'heure, c'est moi. Il n'y a pas de souci, ça marche. Que pensez-vous de l'apport de digestat sur grande culture? Y a-t-il un risque au niveau du sol, genre destruction des vers ou autre? Alors, les digestats, il faut voir que c'est une... Alors, je ne sais pas, l'apport de digestat, je ne crois pas que ça vous détruise les vers de terre. Par contre, ça indirectement oui, parce que à la base, on prend au sol souvent, hein, on prend soit des matériaux qui auraient pu revenir au sol, comme des fumiers, hein, soit des couverts végétaux, par exemple, qu'on va utiliser, hein, par exemple ces fameuses cives, hein, cultures intercalaires à valorisation énergétique. Voilà, donc des plantes qui auraient pu servir à nourrir les vers de terre et qu'on a préféré envoyer au digestat. Donc, quelque part, on pénalise les vers de terre déjà à l'origine de la méthanisation. Hein. La méthanisation, enfin, l'apport de digestat, il faut voir, donc c'est un matériau quand même assez particulier. C'est un matériau qui va avoir un C sur N très bas, donc C sur N qui l'apparente à un engrais, hein, mais à libération très lente. Donc voilà, c'est un matériau très stable, c'est logique. En fait, on sait ce qui reste une fois que l'activité anaérobie, des bactéries anaérobies ont digéré toute la matière qu'il y avait à digérer, et on se retrouve avec la matière la plus stable, un peu comme avec le compost mûr, en fait, c'est la même idée. Le compost mûr, c'est pareil. Il reste ce qui le refus, quoi, le refus pour des micro-organismes. Donc, on a quelque chose de très stable qui va se décomposer très lentement. Voilà. À ma connaissance, il n'y a pas de risque spécifique, mais c'est vrai que ça pose derrière la question de la méthanisation, quoi. Donc, en tout cas, à grande échelle. En tout cas. À petite échelle, ça ne pose pas trop de soucis, mais c'est vrai que ça pose des questions si on l'a fait à grande échelle. Alors, des bâches d'ensilage. Alors ici, dans le Massif central, on en a plein, hein, donc c'est très bien, une bâche d'ensilage, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est une bâche épaisse, opaque, solide, ça peut durer plusieurs années, donc voilà, ça peut être tout à fait adapté pour de l'occultation, pour ouvrir de la prairie, par exemple.
Léa Duchesne. Donc, j'ai mis du trèfle dans ma pépinière forestière, dans mes allées, il y a 2 ans, et cette année, je voudrais réorganiser mes planches et donc détruire le trèfle. Je pensais au cultivateur tracté. Est-ce qu'il vaut mieux que je le fasse dans les prochains jours, hiver ou plutôt au printemps? Je vois l'intérêt de garder un couvert pour l'hiver et réchauffer le sol au printemps. Je suis en montagne, qu'en pensez-vous? Alors en montagne, déjà, qu'est-ce que tu appelles en montagne, Léa? Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ouais. Je suis à 950 mètres d'altitude, Massif Central. Ok. Montagne. Où ça? Sur un Cosméjean. D'accord, Cosméjean, ok, d'accord. Ah oui, donc du coup, terre bien calcaire, j'imagine, à moins que ce soit dans une doline, peut-être? C'est ça, non, terre calcaire. Terre bien calcaire, ok, ok. Donc, sud de Lozère. Surtout du caillou, mais j'ai trouvé une petite zone avec de la terre. Et donc, du coup, tu produis quoi? Des arbres, quoi? Des arbres, voilà, pour les forêts, pour les haies. D'accord. Ah oui, donc c'est du champêtre, c'est assez diversifié, du coup. Voilà, du jeune plant, 1 an, 2 ans. D'accord. Ok, ok. Très bien. Alors, le trèfle, c'est quoi? C'est trèfle blanc, j'imagine? Ou trèfle violet? Un trèfle blanc, oui. Ouais, c'est ça. Souvent, alors, c'est quand même pas forcément ce qui est le plus dur à détruire. Effectivement, avec un petit cultivateur, comme tu dis, tu devrais je le détruire quand même assez facilement. C'est pas, voilà, c'est pas le plus dur à détruire. Et puis, en plus, dans les allées, c'est peut-être un nain que tu as mis en plus. Parce que oui, c'est nain. Je l'ai mis en me disant je le détruirais rapidement et finalement je l'ai laissé parce que ça prenait bien la place là où il fallait et ça évitait les autres adventices de pousser. Donc je l'ai laissé 2 ans comme ça tout en le calmant, en le roulant régulièrement. Et sauf que cette année j'ai besoin de l'enlever. Ça m'avait l'air coriace quand même, et même après 2 ans. Enfin, j'ai l'impression il s'est forci et ça me semblait compliqué à détruire, mais. Mais oui, tu auras besoin. Enfin, alors, ça peut être avec des bâches, hein, éventuellement. Voilà, le bâcher aux endroits. Alors là, ça peut être là. Ce serait. T'as besoin que la place soit libérée quand? À partir d'avril. Ouais, effectivement, on va peut-être être un peu limite avec des bâches parce qu'il aurait peut-être fallu les mettre plutôt dès le mois de septembre, quoi. Mais septembre, octobre, hein, effectivement, on va être, je pense, un peu limite là pour le bâcher. Voilà, faudrait pouvoir le bâcher jusqu'en juin, quoi. Mais sinon, oui, sinon, effectivement, là, c'est plutôt avec des outils à dents ou à soc, ou comme ça, quoi. Et je fais ça plutôt enfin, juste avant de semer. C'est ça, juste avant de mettre un culture. Parce qu'après, du coup, je ne me rends pas bien compte, parce que je connais assez mal ton travail de pépinière forestière, parce que là, tu vas semer des graines d'arbres après à ce moment-là. Voilà, je travaille des planches et puis après, je sème des graines d'arbres, ouais. D'accord, ok. Directement, en semi-direct. Ouais. C'est ça. Tu peux faire ça, éventuellement te faire un faux semis, hein, voilà, faire un travail du sol, puis un faux semis. Je me rends pas bien compte aussi de tout ce qui va lever, parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de choses qui vont lever avec le travail du sol. C'est ça aussi le souci du travail du sol, hein, c'est qu'on favorise la germination de beaucoup de choses, même si on les détruit. Donc un faux semis, je pense, ne sera pas du luxe après la destruction du trèfle. Mais oui, après tu peux partir, ouais. Tu peux partir sur la culture. Faux semis, pardon, mais ça consiste en quoi? Alors, c'est un travail du sol. Ensuite, tu fais comme si tu avais fait un semis, c'est-à-dire s'il fait sec, t'arroses, s'il fait. Voilà. Bon, tu vas pas jusqu'à fertiliser, mais en tout cas, voilà, tu fais en sorte que ça pousse. Et puis, tu as plein de choses qui vont lever. Et puis, une fois que tout a bien levé, tu n'attends pas que ça se développe, bien sûr. Hein. Hop, quand tu as plein de plantules qui couvrent le sol, tu repasses un coup d'outil et tu détruis tout ça. Et là, tu peux faire ton semis. Ça prend quoi, 2 semaines, 3 semaines? Oui, en général, sur 2-3 semaines qu'on fait. Alors après, quand tu arrives en pleine saison, vers le mois d'avril-mai, ça peut être un peu plus rapide, mais ouais, mars-avril, il faut compter 2-3 semaines, quoi. Ouais, d'accord. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'il y a des questions que j'ai ratées? C'est possible aussi. La nature. Alors, oui, effectivement, c'est vrai que la nature hors d'usine, il vaut mieux conserver un couvert végétal. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord que c'est mieux d'avoir un couvert végétal. Mais c'est vrai que des fois, quand on est dans des rotations de culture ou un moment, voilà, il y a des moments où forcément le sol est à nu. Et quand on fait des cultures, là je vois, sur des cultures annuelles, il y a des moments,
voilà, chez moi, le sol, il est à nu parfois. Quand je fais un semis de carottes, par exemple, il va rester à nu pendant un mois et demi. C'est inévitable. Hein. Voilà, il y a des moments où c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, on peut difficilement faire autrement. Voilà. Voilà, pour lever les graines en dormant, c'est ça, le faux semis, c'est l'idée. Ok, alors est-ce que vous avez d'autres questions? Je vois que là, je crois que j'ai fait le tour des questions qu'il y avait dans le chat. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole. Je vois qu'il y a voilà, qu'il y a plus que 22 personnes en ligne sur les 37 qui étaient présentes. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est... Voilà, Melvin, bonne soirée. Voilà, je vois qu'il y en a qui sont en train de partir, donc je pense qu'on peut peut-être clore. Hein, qu'il y a pas de... Moi, j'ai une petite question quand même. Les bâches d'ensilage, c'est biodégradable? Non, bâches d'ensilage, non. Non, mais c'est bien, du coup. Ça se récupère gratuitement, quoi. C'est ça se récupère gratuitement et après, vous pouvez l'utiliser pendant des années, quoi. C'est un recyclage même. Par exemple, ça ne dégrade pas avec les éléments, il n'y a pas des microplastiques qui se... partout, là? C'est vrai que ça peut... Je ne sais pas en quelle mesure il y en a, c'est probable qu'il y en ait un petit peu quand même, malheureusement. C'est probable, malheureusement, c'est dur à éviter complètement les microplastiques. Mais c'est vrai quand même, c'est quand même des bâches relativement solides. On n'est pas sur des voiles une saison, on est sur des choses beaucoup plus solides que les bâches de maraîchage classiques, quoi, hein, qui sont quand même vraiment des trucs pas terribles. Mais là, le gros intérêt de la bâche d'ensilage, c'est quand même justement qu'elle est quand même épaisse, assez solide, qu'elle peut rester, qu'on peut l'utiliser pendant un paquet d'années. On a une dernière question, Gilles, de Nicolas sur le labour. Dubuc. J'ai aperçu ça, le labour. Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser le labour, quelle profondeur conseillez-vous pour éviter l'endommagement? Le moins possible, j'aurais envie de dire. Après, un labour, voilà, c'est sûr, ça va être dur de labourer à 5 cm. Hein. Par contre, on peut passer un motoculteur ou un rotavateur à 5 cm. Hein, voilà, on peut, des outils, certains autres outils, on peut les passer à très faible profondeur. Un labour à moins de 15 cm, c'est quand même compliqué. Mais voilà, alors après, il y aurait d'autres choses à dire sur le labour, même si vous le faites à 20-25 cm. Il y a plusieurs sortes de labour. Déjà, il y a la vitesse à laquelle vous allez avancer avec le tracteur. Hein. Voilà. Plus vous allez avancer vite, plus vous allez faire de dégâts. Alors c'est sûr qu'on a, voilà, avec la puissance qu'on a aujourd'hui, on n'a pas forcément envie de passer 2 heures de plus à faire le labour, mais bon, on fait aussi plus de dégâts quand on avance plus vite. Il y a aussi, est-ce que le labour est versé ou est-ce qu'il est dressé? Donc voilà, si on veut éviter de faire des dégâts, le mieux, ce sera de choisir un labour dressé. Donc il va plutôt mélanger les horizons plutôt que de les retourner complètement. Donc voilà, donc on peut agir à plusieurs niveaux. Voilà, donc voilà, est-ce qu'on met des versoirs ou pas, à quelle vitesse on passe, et bien sûr à quelle profondeur, comme tu le dis. Mais voilà, ce que j'aurais envie de dire, voilà, le moins profond possible, mais ça sera dur de remonter au-delà de 15, de faire moins de 15 cm. Hein. Ce sera de même bien si tu y arrives. Ça risque d'être plutôt 20, entre 15 et 20. Si possible, idéalement, faire un labour dressé. Et puis, si possible, aller le moins vite possible pour le faire. En plus, quand on va moins vite, c'est vrai qu'on laisse aussi du temps pour les vers de terre pour descendre un peu dans le sol. Voilà ce qu'on peut dire, mais voilà. Mais après, il peut y avoir aussi d'autres outils, peut-être d'autres choses qui peuvent remplacer le labour. Il faut voir après dans quelle situation ce labour est nécessaire. Je pense que c'était la dernière, là, du coup. Hein, voilà, c'était la dernière, je crois aussi. Hein, voilà, je vois qu'il n'y a plus que 19 personnes. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous remercie pour votre présence, en tout cas. C'était toutes vos questions et votre participation à ce que je vous ai proposé. Et puis, peut-être à une prochaine pour d'autres sujets, peut-être sur les couverts végétaux, puisque je vois que j'avais des questions, il y a pas mal de questions sur ces sujets-là. Ouais, c'est intéressant, les couverts végétaux. Ouais. Ouais, effectivement. Et merci bien. Voilà. Et sur les BRF, tout ça aussi, c'est intéressant. Sur les BRF aussi, ça peut, ou les amendements, les matières organiques, de façon générale, effectivement, on peut tout à fait envisager des sujets comme ça. Tout à fait. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne soirée. Voilà. Super, c'était très chouette, Gilles. Ouais, bon, merci. Non, c'était très chouette. Très, très chouette. Comme d'habitude, très sympa,
Ah, c'est vraiment bien, quoi. Vraiment Bon, bien. mais, écoute, J'en profite qu'il y ait plus grand monde. Vous avez éventuellement des personnes référentes, je ne sais pas, que vous connaissez dans Lyon, parce que moi, je vais m'installer dans Lyon. Et bon, j'essaye de tisser un réseau, mais je connais encore pas grand monde qui fait du. Bah, moi, c'est pas du maraîchage, j'ai des pommes, mais du maraîchage en sol vivant, ou enfin, en tout cas, des personnes qui vont vers. Je sais, il faut pas aller vers une idéologie, mais en tout cas, vers des principes sur lesquels j'adhère plutôt. Alors, sur la Bourgogne, en général, je ne sais pas. Bourgogne, ouais, en général, ouais. Mais je sais qu'en Île-de-France, il me semble que c'est le GAB de l'Île-de-France, il me semble, était assez intéressé par ça, donc peut-être se rapprocher d'eux. Je sais ouais, donc après, je ne sais pas. Mais après, il ne faut pas hésiter à demander à l'ADR ou au GAB local, autant il y a de grandes chances aujourd'hui qu'il y ait des groupes qui travaillent sur le maraîchage sur le vivant, il y en a un peu partout maintenant, en fait. Donc, ok, ça marche. tout à fait possible, ouais. Ouais, le mieux, c'est de se rapprocher de ces structures-là, quoi. Ouais, ça marche. Bon, bah, je suis en Île-de-France actuellement, donc je vais me rapprocher de Ça marche. ça marche. Ok, bah, en tout cas, merci, c'était chouette.